Bonsoir à vous. Donc voilà, mon nom c'est Guillaume Blaquière, je suis data architecte chez Carrefour, donc on va parler forcément de big data, et je suis aussi Google Developer Expert sur le cloud de Google. Donc on va parler un peu de Google Cloud et de big data ce soir. Le but c'est quoi? C'est que chez Carrefour on a plusieurs data platforms et on a une problématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour les synchroniser. Alors avant de commencer, je vais d'abord remercier les sponsors, parce que si je ne fais pas maintenant, je vais l'oublier. Donc voilà, donc merci à eux, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on mange ce soir, donc c'est plutôt cool. Alors déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que Carrefour? Non, vous ne savez pas, ouais. Côté Montpellier, il y en a pas mal, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y en a un peu partout, donc j'imagine que Montpellier, vous connaissez. Montpellier. Carrefour, vous connaissez, mais en fait, Carrefour est un très gros groupe, et ça, on le sait beaucoup moins. Bon, c'est pas du tout pour faire de la pub, c'est juste pour vous expliquer qu'on a de la big data, parce qu'on a beaucoup de choses. En fait, Carrefour, c'est un groupe, déjà, c'est un des plus gros en Europe, même le plus gros en Europe. Et il y a 31 pays qui sont inclus chez Carrefour. On a plus de 14 000 magasins. On a des millions de clients avec plusieurs dizaines de millions tous les jours qui viennent dans nos magasins partout dans le monde. Et au total, ça génère plus de 3 milliards de tickets de caisse tous les ans. Donc à traiter, donc un ticket de caisse. Donc ça veut dire que si on veut grouper des produits sur les tickets de caisse, on a des dizaines de milliards de produits que l'on vend tous les ans dans nos magasins. Alors je dis ça parce qu'en fait, Carrefour, on est organisé forcément comme une grande société, comme une multinationale avec un groupe. On peut appeler ça le groupe ou le headquarter ou le siège social. Et dans ce groupe, on a une application qui s'appelle Carrefour Links. Alors cette application est particulière et c'est de celle-là que je vais parler ce soir. Mais avant de rentrer dans l'application, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le groupe. Le groupe, c'est quand même assez particulier parce qu'au groupe, on n'a pas de magasin, on n'a pas d'entrepôt, on n'a pas de clients, on n'a pas de e-commerce, on n'a rien. On a juste des pays. Et on a deux types de pays. On a des pays qu'on appelle des pays intégrés, donc qui appartiennent à Carrefour. On est propriétaire de ces pays. On a 100% des murs des magasins comme la France. On a l'Espagne, la Pologne, l'Italie, le Brésil. Et on a des magasins, enfin des pays qui sont franchisés, comme le Maroc, la Tunisie. Voilà, on est là-bas, on est en Israël aussi. On est dans ces pays-là, mais on a juste des franchises. On vend la marque, mais on n'est pas propriétaire des murs et des magasins. On n'a pas les employés ne sont pas salariés du groupe, mais Carrefour sont salariés des magasins ou des franchises locales. Ça, c'était juste pour l'organisation. Donc en fait, eux, les pays, ont bien sûr les magasins, les drives, les entrepôts, enfin ce que vous connaissez tous les jours, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas chez Carrefour à Latte ou Carrefour à Saint-Cam-de-Rivière, c'est pas chez moi, parce que ça, c'est Carrefour France. Moi, je suis Carrefour Group. Alors, Carrefour Links, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, on a 31 pays en entrée avec justement les magasins, le drive et puis tout ça. Le but de Links est de récupérer les données de tous les pays, de retrouver les données, donc notamment c'est les données des tickets de caisse, de les reprendre, de les nettoyer, de les mettre au propre. Et ensuite, ça va être de les agréger et de les exposer à des CPG. Alors les CPG, c'est Consumer Packaged Goods. Ça va être toutes les marques que vous connaissez, hein. Donc il y a plusieurs, c'est du Coca, du Nestlé, du L'Oréal, Procter & Gamble et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait vraiment dans cette application Links? On va prendre tous les tickets de caisse, c'est pour ça que je vous ai montré, il y en a 3 milliards tous les ans. On va prendre les tickets de caisse, on va extraire tous les produits de ces tickets de caisse. Donc on va prendre tous les produits un par un et on va agréger les produits par fournisseur. Et cette donnée-là, on va la revendre, aux fournisseurs. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant pour eux? Ils vont pouvoir savoir quel produit c'est vendu dans quel magasin, à quelle heure, s'il y avait une promo particulière sur ce produit-là. Si le client avait une carte de fidélité, on a aussi fait des classifications par type de client. Les clients promovores, les clients premier prix, les clients plutôt produits bio, etc., etc. Et en fait, on va pouvoir leur dire quelle typologie de clients achètent leurs produits, dans quel magasin, dans quelle zone du monde, de la France, etc. Donc c'est ça qui les intéresse et pour eux, c'est une source de données intéressantes pour leurs actions marketing, etc. Donc ça a beaucoup de valeur et on leur vend ça. Qu'est-ce que c'est que la problématique qui va se passer chez nous, chez Links? Ça va être de récupérer toutes ces données de tous les pays pour les agréger et ensuite faire notre travail et exposer les données au pays. Donc la première, c'est justement ce que j'explique ici. Voilà, on va prendre par exemple la France, le Brésil et puis l'Espagne comme data platform. Leur but, un petit problème, voilà, bon, on va avoir les données qui sont envoyées donc,
ce qu'on appelle à GDW, Group Data Warehouse, assez simple comme acronyme. Et ensuite, on va exposer ces données, on va avoir plusieurs use cases. Bon, voilà, je vous ai parlé de links, il y a plusieurs use cases, on va appeler Post, Data Shopper, Supply. Voilà, on a différents use cases. Ce qu'on a fait au tout début, assez naïvement, et comme ce que fait tout le monde, on s'est basé sur des schedulers. Alors, je vais vous expliquer les logos parce que vous n'êtes pas forcément fan de Google Cloud. Je vais vous expliquer les logos. Donc là, le logo ici, c'est Cloud Scheduler. C'est justement un truc qui envoie un événement, qui envoie un appel HTTP sur une planification horaire. Donc on commence à 22 h. On dit à GDW, rassemble toutes les données de tous les produits à 22 h. Et à minuit, on dit à POS, mais démarre, commence à faire tes agrégats pour exposer les données POS. Et à 2 h, Data Shopper, à toi de démarrer et on fait ça. Ici, vous avez un petit logo. C'est Cloud Run. Donc Cloud Run, qu'est-ce que c'est? C'est pour servir du conteneur en mode serverless. Donc en fait, vous avez un conteneur, c'est un serveur HTTP qui est éteint. Et sur la réception d'une requête avec justement le scheduler, ça démarre et ça fait quelque chose. Typiquement, ça lance le job pour faire les agrégats de données dans la base de données. Dernière icône ici, la base de données qu'on utilise, c'est BigQuery. Donc BigQuery, c'est un data warehouse sur Google Cloud. Voilà. C'est du SQL, ça traite des terabits de données en quelques secondes, c'est assez magique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise pour notre data warehouse. Première idée, c'est de se dire, ok, on se base sur des horaires et toute la nuit, on fait les traitements. Problème, si on a un nouveau use case, typiquement gestion de la chaîne, de la chaîne supply, ici on ouvre le service à 7h30, on n'a plus de temps. Première étape que l'on a faite, on va avoir un pattern qu'on appelle fan out et fan in qui va permettre de paralléliser les traitements. Donc typiquement, si on prend le traitement des use cases, on va démarrer à minuit et à minuit, on va lancer tout le traitement en parallèle. Donc là, c'est la même chose, hein. On déclenche un premier Cloud Run et en parallèle, on va déclencher différentes chaînes d'intégration. Au niveau de la partie intégration des données, si j'avance, ça va avancer, hop, 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 ah, ça avance. Là, au niveau de l'intégration des données, c'est la même chose. En fait, on va dire qu'on va intégrer toutes les sources de données en parallèle. Donc l'Espagne, le Brésil et la France, on va tout intégrer en parallèle dans GW. Là, on va avoir un pattern fan-in et fan-out. Donc le fan-out, c'est qu'on va écarter et fan-in, c'est qu'on va se retrouver. Tout ça, c'est fait avec DBT. Alors, je ne sais pas si vous connaissez DBT. DBT est un logiciel qui, enfin, un logiciel, ouais, c'est un framework qui permet d'écrire des requêtes, des templates de requêtes et de les exécuter. Et ça crée automatiquement un graphe de dépendance pour savoir quelle requête exécuter avant l'autre pour faire justement ce data warehouse. Donc là, on a ça. Donc là, c'est très bien, sauf qu'ici, entre les deux, on a au mieux une perte de temps. Disons que GW s'arrête à 21 h, à 23 h, et on va perdre 1 heure avant de lancer les use cases. Je dis bien que c'est au mieux. Parce qu'au pire, c'est que GW met plus de temps, et on va commencer à faire les agrégats pour les use cases avec des données qui ne sont pas encore à jour dans GW. Et donc là, c'est pire. Parce qu'on va être obligé d'arrêter ensuite les chaînes et les relancer. Et forcément, quand on fait du traitement sur le cloud, ou même ailleurs, ça coûte un peu d'argent. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Donc ici, on a une perte de temps et on voudrait s'en débarrasser. Alors l'idée, ça va être de se baser sur la partie événementielle. Donc pourquoi un événement? On va se dire donc de même manière, à 22 h, on lance GW, mais dès que GW a fini de se synchroniser, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement publier un événement, donc notifier, on va créer un événement dans un bus de messages. Donc ici, l'icône, c'est PubSub. Donc ça reçoit un message et ça va le délivrer vers un client. Et le client, ça tombe bien, ça va être le Cloud Run que l'on avait précédemment. Hop, donc qui est ici, et qui lui va ensuite déclencher les chaînes de traitement qu'on avait précédemment. Donc là, on a pu optimiser le temps, on a pu gagner ici en termes de fin de traitement, ce qui nous permet d'optimiser la synchronisation et surtout d'avoir du temps de rejeu
au cas où un jour on a un problème, on peut rejouer des choses pendant la nuit. Ça, c'est cool. Par contre, ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours lui. Au tout début, on a toujours à 22 h, on a toujours un scheduler qui nous déclenche notre chaîne d'intégration. Et là, on est embêté, on ne sait pas s'en débarrasser. Et c'est compliqué, parce que on est une société avec plusieurs pays, plusieurs contextes. C'est souvent des rachats, des fusions, donc forcément les pays sont assez indépendants. Ils ont des modes de fonctionnement différents. La France, qui est le pays le plus historique, le plus riche, le plus avancé, a des intégrations de données de tickets de caisse quasiment en temps réel. Donc eux, quasiment tout le temps dans la journée, on a les tickets qui sont présents, on peut les récupérer. Pour le Brésil, eux, c'est un peu différent. Déjà, il y a le décalage horaire, il y a 6 heures de décalage. Donc eux, ils intègrent tous leurs tickets à 22 h, mais ça fait 4 h du matin chez nous. Donc si nous, on se déclenche à 22 h, les tickets du Brésil, on les a toujours à J-1, on ne les a pas le jour même. Mais l'Espagne, eux, c'est encore différent. Donc, ils ont migré sur Google Cloud, parce qu'aujourd'hui, tous les pays doivent être sur Google Cloud. C'est la stratégie de Carrefour. Mais ils ont migré leur Cloudera sur Google Cloud. Donc, ils ne sont pas sur BigQuery. Donc, tous les jours, à 21 h, ils font un export de leur Cloudera. Ils le chargent dans BigQuery pour exposer les données à GW. Et donc, avec toutes ces contraintes-là, il faut arriver à s'en sortir pour arriver à synchroniser les données. Alors, mais comment est-ce qu'on fait ça? On peut imaginer une situation impossible. Pourquoi impossible? Parce que je vous ai dit, on vient de rachat, fusion, acquisition, et chaque pays a sa propre façon de faire. Un petit peu de défiance, de méfiance envers le groupe. Bon, on voit ça dans tous les groupes. Avant, j'ai été chez Veolia, mais c'est pareil. Le headquarter de Veolia et Veolia au France, c'était un petit peu la guerre. Voilà, c'est assez commun dans tous les groupes, mais malgré tout, il faut savoir composer avec. La situation impossible, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, à 20 h, on va demander à tous les pays de lancer leur intégration. Et comme ça, à la fin de l'intégration, ils publient un message dans PubSub. Et comme ça, on peut continuer notre processing avec le pattern précédent, où on notifie dans PubSub et on a une invocation ensuite. Le problème de ça, donc, hop là, où est-ce que j'étais? Là, ici, ouais. Donc, le problème de ça, c'est que les pays n'en veulent pas, donc c'est pas possible. C'était ici, voilà. Donc en fait, ce que l'on voudrait arriver à faire, ce serait juste un pattern fan-in. Donc pas de fan-out, comme avant ici. On avait un pattern fan-out, ça veut dire qu'ici on avait le scheduler qui déclenchait plein de choses en parallèle et ensuite on attendait une synchronisation de tous ces flux. On voudrait juste avoir le pattern synchronisation sans avoir le pattern parallélisation. Alors, ce qu'on voudrait avoir, ce serait que chaque pays puisse se déclencher comme ils veulent, quand ils veulent, la fréquence qu'ils veulent, et qu'à la fin, ils envoient un message, qu'on attende tous les messages. Si on n'a pas les messages, on va quand même forcer le déclenchement à 22 h, et ensuite on fera notre processing. Mais comment faire cette boîte ici? Cette boîte, aujourd'hui, sur Google Cloud, elle n'existe pas. J'ai demandé sur d'autres clouds, je ne suis pas expert sur d'autres clouds. Si vous me dites que ça existe ailleurs, c'est super, mais apparemment, sur d'autres clouds, ça n'existe pas non plus. Sachant que AWS est interdit chez Carrefour. Il faut penser parce que c'est quand même comme un concurrent, Amazon, Carrefour, e-commerce, bon bref. Voilà, donc sur Azure, en tout cas, ça n'existe pas. Donc on doit faire quelque chose. J'ai quand même demandé à Google, parce que j'ai quelques contacts chez Google, ils m'ont proposé quelque chose avec un outil qui s'appelle Cloud Workflow. Donc Cloud Workflow est un orchestrateur de tâches. Et ils m'ont proposé quelque chose. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer qu'est-ce qui cloche dans leur proposition. Leur proposition, c'est d'avoir toujours un scheduler, mais par exemple à 8 h du matin, donc pas du tout lié à 22 h, tout ça, donc c'est vraiment le matin où on envoie un scheduler qui déclenche un workflow. Ce workflow, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'en parallèle, il va générer ce qu'on va appeler une URL de callback. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une URL de callback? C'est que vous envoyez une URL à quelque chose, à quelqu'un, il le fait de manière asynchrone, et quand il a fini de travailler, il rappelle cette URL pour dire « j'ai fini mon boulot, tu peux continuer ton workflow, ton exécution ». Donc, le workflow se met en pause et attend que l'URL de callback arrive. Cette URL, elle est remise au pays, donc la France, l'Espagne, le Brésil, la Pologne, l'Italie, etc. Et ensuite, les pays font
ceux qui veulent, ils déclenchent leur traitement au moment où ils veulent, là où c'est le plus adéquat pour eux en fonction de leurs contraintes. Et une fois que c'est fait, ils vont appeler cette URL de callback pour signaler au workflow que c'est bon, qu'on peut continuer. Le workflow attend tout, bien sûr, il attend tout, et à la fin, il va pouvoir continuer le process en appelant PubSub, etc. et en continuant le process GDW. Si les URL de callback ne sont pas appelées, on peut mettre un timeout, comme ça, si le pays n'est pas présent parce qu'il a un problème, il a un incident, ça peut arriver. Et bien à ce moment-là, il y a un timeout qui malgré tout force le déclenchement des synchronisations. Alors ça ne marche pas, parce que le problème, c'est que déjà, il faut remettre cette URL de callback au pays, et tous les pays ne sont pas aussi matures et ne sont pas très fiables de cette manière-là, et surtout qu'après, ils vont devoir l'utiliser pour nous appeler. Est-ce qu'ils vont utiliser la bonne? Est-ce que ce n'est pas celle de la veille? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe s'ils se trompent? Qu'est-ce qui se passe s'ils l'appellent 2 fois? Enfin, voilà, il y a plein de cas d'usage qui font que c'est trop compliqué puisque la maturité des pays n'est pas très bonne. Je vous rappelle qu'on est Carrefour, hein, on n'est pas une société informatique très avancée. Hein, on fait du commerce et un peu d'informatique, donc forcément on n'a pas des bonnes pratiques à tous les étages et des fois il faut composer avec. Donc ça voilà, c'était une bonne idée mais pas terrible. Et en plus on a toujours le même pattern qui est ici, fan out au début et fan in ici, et pourtant nous on veut le fan in et pas le fan out. Donc ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, donc on était embêté, et moi j'aime pas trop être embêté, donc j'ai proposé quelque chose et j'ai écrit un petit logiciel, un petit applicatif open source qui s'appelle EventSync, qui permet de faire justement ça. Alors qu'est-ce que ça fait EventSync? C'est pas sorcier. Il va d'abord y avoir une configuration. Donc c'est un conteneur, hein, c'est un web server avec une configuration. Je vais la détailler un peu plus loin, mais on va pouvoir mettre différentes choses. Il va y avoir un event listener pour écouter qu'est-ce qui arrive à un endroit. Il va falloir sauvegarder quelque part, il va falloir persister ces événements. Et ensuite, il va falloir vérifier si toutes les conditions sont réunies pour continuer ensuite, pour générer un nouvel événement. Qu'est-ce qui rentre dans cet outil? C'est différents événements de différentes sources. Donc en fait, on a différentes sources qui émettent des événements, et quand les conditions sont réunies, un nouvel événement est émis en sortie. Voilà, un peu comme une boîte E, si vous voulez, en boîte logique, on a plein de E, et quand toutes les entrées sont ouvertes, on déclenche. Comment est-ce que ça marche sous le capot? Alors là aussi, c'est encore des schémas un peu barbares, donc forcément, c'est du Cloud Run. C'est un conteneur qui est en serverless. En persistance, on a une base de données documents qui s'appelle Firestore, qui est aussi beaucoup utilisé dans le développement mobile. Et en sortie, on génère un événement sur du PubSub, un bus de messages qui sera utilisé ensuite. Alors ça, aujourd'hui, on est en train de le déployer en dev, on est en train de le tester pour synchroniser nos applications. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir dans cet outil? Donc déjà, on utilise les services serverless de Google Cloud. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Ça veut dire qu'on va payer à l'usage. Et donc comme avec Google Cloud, il y a des free tiers pour Cloud Run, pour PubSub et pour Firestore. Normalement, la solution coûte 0. Configuré et ça marche tout seul. Donc ça, c'est déjà le côté archi, c'est plutôt simple. Ensuite, si on passe à la suite, on peut configurer la partie endpoint, la partie donc event listener. On peut lui donner un nom, les verbes qui sont acceptés. Est-ce que c'est un get, est-ce que c'est un post, est-ce que c'est un put, est-ce que c'est un delete, un patch. On peut aussi donner, si on veut avoir un traitement des conditions synchrones ou asynchrones. Donc synchrone, c'est qu'on prend l'événement, on le stocke et on check les conditions et on envoie l'événement s'il faut. Mode asynchrone, on prend l'événement, on le sauvegarde, on donne la réponse à la source et on fait ensuite les conditions de manière asynchrone. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on a aussi la partie trigger, donc les conditions de déclenchement qui sont différentes. On va avoir la partie fenêtre d'observation. Est-ce qu'on va avoir tous les événements sur une heure, sur une journée, sur un mois? Donc là, c'est la profondeur d'observation. Une fois qu'on déclenche un événement, est-ce qu'on élimine
tous les événements qui sont arrivés sur la fenêtre d'observation, où est-ce qu'on les garde. Un nombre minimum d'occurrences qui peuvent arriver sur un endpoint. Typiquement, la France, si la France nous envoie toutes les heures comme quoi eux, ils sont OK au niveau des datas, ben, sur 24 heures, on va attendre 24 occurrences de la France, ou allez, peut-être 20, pour dire OK, les données de la France, elles sont correctes. Pour l'Espagne ou pour le Brésil, on mettra ça à 1. Et enfin, l'événement qui est généré, on peut imaginer que dans cet événement, on puisse y mettre tous les événements sources que l'on a reçus. Alors pourquoi est-ce que ça c'est intéressant? Ça va en fait nous permettre d'avoir des rapports d'intégration. On va dire que la France va nous dire un rapport d'intégration, moi j'ai les données, toutes ces données-là, et elles sont à jour, je vous les donne. Le Brésil va pouvoir nous dire, moi j'ai toutes les données, sauf qu'il me manque 3 magasins, mais je vous donne quand même les données. Donc ça va être les événements à la source. Et ensuite, l'événement qui est généré va reprendre ces rapports d'exécution. Donc les applications qui seront en aval seront capables de dire « Ok, j'ai toutes les données à la France, c'est bon, je peux continuer. Le Brésil, je n'ai pas tout, qu'est-ce que je fais ?» Si mon use case me permet d'avoir des données incomplètes, on peut avancer. Si le use case demande des données complètes, ben, le use case va s'arrêter, ne va pas continuer parce que le rapport est incomplet. Et je crois que c'est tout. Donc comment est-ce qu'on l'ajoute en fait, dans notre picture sur Carrefour? On va avoir chaque pays qui sera indépendant, qui fera vraiment comme il veut et qui se déclenche quand il veut. Et une fois que le process est terminé de leur côté, ils vont pouvoir utiliser l'URL de notification qui sera toujours la même, quel que soit le jour, l'année ou l'heure. Ils utilisent toujours cette même URL qu'ils envoient à EventSync et qui va générer un événement sur PubSub. On a aussi une feature dont je n'ai pas parlé. On peut forcer la génération d'un événement sur un endpoint particulier. Donc là, on aura toujours notre scheduler qui va, à une heure particulière, par exemple à 22 heures, dire déclenche un événement. Même si tu n'as pas tout, ce n'est pas grave. Les rapports d'intégration vont permettre aux applications en aval de décider ou pas d'utiliser cet événement. Voilà pour mes présentations. Je vous propose d'essayer en tout cas cette solution open source. Elle est sur GitHub. Je peux vous partager les slides aussi à la fin de l'événement si vous voulez. Vous trouverez ça sur GitHub. Si vous voulez l'adapter, j'ai eu des questions pour l'adapter sur Azure. Ça ne peut pas être très très compliqué puisqu'en fait il y a à peu près les mêmes services d'un cloud à l'autre. C'est quelques centaines de lignes en Go, donc c'est pas très très dur. Et puis si vous avez des idées, si vous avez des souhaits d'évolution ou autre chose, partagez-les sur GitHub, je serais ravi d'en discuter avec vous, de les faire, ou si vous voulez les faire et les soumettre, c'est très bien aussi. Voilà, c'est le but de l'open source. En tout cas, merci beaucoup. Et puis voilà, si vous avez des questions maintenant, je serais ravi d'y répondre, ou plus tard, ou ailleurs sur LinkedIn ou Twitter ou ailleurs. Voilà. Ouais. Du coup, c'est toi qui as développé ça en dev pour Ouais. Comment se positionne le groupe en se disant on peut faire un outil par toi? Comment c'est appréhendé ça? Pas compris, mais versus et par toi. Je redis la question. En fait, alors, la question, parce qu'on va pas l'entendre au micro. Non, bien sûr. En fait, c'est comment est-ce que Carrefour peut accepter d'avoir un logiciel open source dans sa stack, alors qu'en fait, d'autres solutions sur le marché ou Google pour en donner. C'est le support dont tu parles. Le support, oui, pour. Oui, je vais être le seul à supporter. Alors déjà, en effet, je peux être le seul à supporter. Alors déjà, pour répondre au niveau de Carrefour, pour Carrefour, c'est pas trop un problème. Tant que ça marche, ce n'est pas trop un problème. Non, mais ça, aujourd'hui, on n'a pas de solution, on est embêté, on apporte une solution, bon, ben, elle fonctionne. Pourquoi est-ce que je l'ai mise en open source? Parce que je l'ai fait en no week-end chez moi, parce que ça m'amusait, ça m'éclatait. Donc, comme c'était le week-end, j'ai dit que c'est pas propriété de Carrefour, c'est propriété de l'open source. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en open source. Et après, c'est de l'open source. Comme je dis, le code n'est pas compliqué. Hein. Je crois qu'il y a 250 lignes de code. C'est assez simple. Voilà, je pense que n'importe qui serait capable de le reprendre et de l'intégrer n'importe où, n'importe comment. Voilà, quoi, mais en effet, tant que ça marche, on avance. Ouais. pour la solution globale. Ah, Databricks. Alors, est-ce qu'on a étudié des solutions de Databricks? Databricks nous a
nous a approchés. En effet, on a discuté avec eux. Le problème de Databricks, c'est que c'est un monde un petit peu à part en fait. Quand on est avec Databricks, il faut être dans leur environnement avec leur format de fichier. Et voilà, donc il faut mettre dans le monde Databricks. On est dans le monde de Google Cloud. Ça se branche un petit peu, mais pas très bien en tout cas dans ce qu'on veut faire. Donc voilà, c'est pas idéal pour ça. Et plus globalement, Databricks n'a pas été retenu justement pour ça. C'est que si on veut travailler avec des données dans Databricks, on est obligé de les sortir de BigQuery, de les mettre dans le format que supporte Databricks pour pouvoir travailler avec. Et on ne veut pas dupliquer la donnée, on veut l'avoir à un seul endroit. Oui, je sais bien que c'est du parquet, mais voilà, c'est juste que voilà, c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc voilà, ça n'allait pas dans la picture. Ah oui, mais c'est possible. Il y a peut-être des solutions plus grosses. J'ai vu aussi qu'il y avait aussi d'autres solutions, j'ai mangé le nom, qui permettent de faire ça, mais qui sont bien plus grosses et bien plus coûteuses juste pour faire cette synchronisation-là en fait. Voilà, ça existe sûrement. Hein. Ce que j'ai fait, c'est pas génial. Hein. Ouais, non, ouais. On dit quoi Google par rapport à leur solution? Ah rien, enfin, je l'ai partagé avec eux. Et moi, toujours quand je partage avec eux, je dis, moi, mon but, c'est qu'un jour, cette solution, elle soit managée et présente comme un service sur Google Cloud. Mais c'est vrai que ça n'existe pas non plus sur Azure. Et j'ai été étonné de... Enfin, c'est pas un pattern qui est exceptionnel, mais pourtant, voilà, ça n'existe pas comme service dans un cloud. Assez bizarre. Ouais. Non, alors Lynx est né from scratch sur Google, c'est né il y a 2 ans et demi à peu près. Et on a fait ça, voilà, on a fait ça sur Google. C'était vraiment le souhait de vouloir monétiser la donnée chez Carrefour. Et on a profité de la puissance de Google Cloud pour faire ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire Firestore à autre chose comme data? Alors, est-ce qu'on peut changer de Firestore? Oui, on peut le faire. Voilà, quand on voit l'architecture, hein, c'est juste une interface pour appeler une couche de persistance. Il suffit de changer l'implémentation et ça change. Sauf que changer pour autre chose, aujourd'hui c'est gratuit. Firestore, il y a 30 000 writes qui sont gratuits tous les jours et 50 000 reads. Bon voilà, si on change pour autre chose, ça sera forcément plus cher que du gratuit. Donc c'est pour ça que... Oui, bien sûr. Ah. On ne doit pas prononcer. Ah oui, ou de Azure ou de AWS. Ah mais absolument. En fait, j'ai fait un article qui est en lien avec cette présentation et il y a une personne qui m'a posé la question, est-ce qu'on peut le faire sur du Azure? Ben oui, j'ai donné les pistes pour le faire sur du Azure, aussi bien sur de l'hébergement, ne pas utiliser PubSub, mais utiliser Event, je ne sais plus comment il s'appelle sur mes Azure. Voilà, mais en tout cas, oui, on peut le faire. On peut le faire. Ce que je me demande dans les textes. Oui. Par un store. Non, en effet, je le stocke mais directement est mort dans les tests pour faire. Ouais. J'ai une question. Ouais. Combien il coûte ton Bitcoin? Alors, lequel? Chez. Côté France, puisque ça a l'air d'être. Ouais. Alors, BigQuery, combien est-ce qu'il coûte? J'ai pas le prix exact parce qu'en fait, BigQuery, il y a 2 choses que tu payes. Tu payes le stockage et tu payes le processing. Donc il y a déjà deux facturations différentes. Lynx, au global, coûte 4 millions par an pour processing et stockage. Voilà, ça fait. Alors ça, j'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, ça fait partie on va dire des flagships, des produits non alimentaires ou non marchands de Carrefour. Hein. C'est vraiment une activité qui est à côté. On revend de la data, hein. C'est un métier qui est nouveau pour Carrefour. Et ça fait partie je pense que c'est l'activité la plus lucrative aujourd'hui. Voilà, on travaille aussi avec des partenaires, hein. On fait aussi du retail média, donc on revend aussi nos données à des sociétés de pub pour l'e-commerce notamment. Donc là aussi, ça fait partie des activités non alimentaires que l'on a chez Carrefour et qui, de plus en plus, on arrive à digitaliser nos métiers et à faire d'autres choses que juste de la vente en magasin.
Alors, est-ce que la donnée est revalorisée au niveau des pays, au niveau du groupe? Ouais. Alors oui, en fait, l'idée d'avoir des data lakes, enfin des data warehouses par pays et ensuite d'agréger la donnée au niveau du groupe, c'est de dire les pays, ils ont la donnée à leur niveau, ils en font ce qu'ils veulent avec des use cases qui sont locaux au pays, et ensuite nous, on vient se brancher sur ces data warehouses-là pour la récupérer au niveau du groupe et avoir des use cases au niveau du groupe. Donc voilà, c'est bon. De quoi? Alors, on commence à en avoir comme ça, justement, parce qu'on commence aussi à faire du machine learning. Alors là, on est sur un autre sujet. On fait du machine learning, du machine learning pour optimiser ce qu'on va appeler les assortiments dans les magasins, donc pour optimiser les produits, les références que l'on met dans chacun des magasins en fonction des tailles des magasins. Des hyper, des supérettes, etc. Voilà. Et en fait, donc là, on va récupérer tous les produits de tous les pays. On va faire nos calculs et nos entraînements de mes deux modèles, et ces modèles sont redescendus dans les pays pour qu'ils puissent les utiliser avec leurs données locales et consommer les modèles. On commence un petit peu à avoir des choses comme ça. Mais là, on est vraiment sur des produits qui ont été faits là en 2022-2023, donc on est vraiment sur des... C'est un peu neuf. Alors, l'équipe Lynx, c'est une cinquantaine de personnes. Quand on prend la partie business, la partie développeur, il y a des ops, Scrum Master et gestion de projet. Ça fait une cinquantaine de personnes. Après, Carrefour, au niveau IT, je ne sais pas dire. Ouais, je ne sais pas dire, on est plusieurs centaines, parce qu'il y a une partie data science, une partie analytique, une partie produit. Voilà, il y a vraiment... Ouais, non. On est une sacrée équipe, on a un sacré budget informatique aussi tous les ans, quoi. Je pense qu'on va avoir une centaine de millions d'euros tous les ans en budget. Donc, ouais, on est... Moi, j'ai une question par rapport à ça. Comment tu as besoin de l'équipe de dev et on parle de sub, de vous, pour vous tester. Moi, typiquement, qu'est-ce qu'on va préfixer? On crée cette problématique-là qui est l'argent. Je pose la question de comment ça gérer. Ouais, ça coûte de l'argent. En effet, on a des projets, un projet de dev et un projet de prod. Donc pour tester nos chaînes d'intégration, on peut le faire sur un subset de données assez petit. Donc là, on va tester nos pipelines. Après, pour savoir si toutes nos données elles sont correctes, on est obligé de se baser sur des données de prod. Donc en fait, on a une chaîne en dev aussi grosse que celle de la prod, et donc on a une chaîne de dev qui coûte quasiment autant que celle de la prod, parce qu'on a besoin de croiser, d'être sûr que nos données sont correctes. Quand on calcule un chiffre d'affaires sur la France, ben, on est obligé d'avoir tous les données de la France pour calculer le chiffre d'affaires, pour être sûr que c'est le bon, quoi. Donc voilà, on est obligé d'avoir tout. Donc ouais, en effet, ça coûte cher. Ce côté-là, il n'y a pas de formule magique. Après, on parlait de chaîne de test juste avant. En effet, comment est-ce qu'on fait pour tester la non-régression d'une requête SQL? Ouais, ben là aujourd'hui, la non-règle d'une requête SQL, c'est compliqué. Voilà, c'est... D'autres questions? Non? Ok. Eh bien, merci.